l'étang est une construction de l'homme, est une œuvre architecturale au même titre que la ferme Brenouze, au même titre que l'église. Je veux dire, dans le grandiose, il suffit d'aller sur l'étang de la mer Rouge pour voir une digue monumentale qui fait 7 mètres de haut. Je veux dire, ça fait partie des très grands monuments de la Brenne. Le patrimoine se raconte dans Terhistoire, une collection de podcasts produite par la région Centre-Val de Loire et réalisée par Lisa et Jérémy Thomas. On est ravis de vous retrouver pour une deuxième saison de Terhistoire. On va continuer sur ce podcast à rencontrer et vous faire entendre toutes celles et ceux qui découvrent, étudient et font connaître le patrimoine en Centre-Val de Loire. Et pour le premier épisode, on vous emmène tout de suite vers le sud-ouest de la région, dans le département de l'Indre, au cœur du territoire de la Grande Brenne, à la découverte d'un patrimoine qui n'avait jamais été étudié auparavant par l'Inventaire général du patrimoine culturel, les étangs. En Brenne, il y en a plus de 4000, entièrement artificiels, et dont les tout premiers ont été aménagés par l'homme dès le Moyen-Âge. Un geste architectural qui a façonné le paysage au cours des siècles et permis une économie, la pisciculture. Aujourd'hui, la Brenne est l'une des régions piscicoles les plus importantes d'Europe. C'est l'histoire et les usages de ces étangs, le patrimoine stagnustre, comme on le nomme, qu'a étudié Renaud Bénarousse, chargé de mission inventaire de l'architecture rurale au Parc naturel régional de la Brenne et chercheur associé au service patrimoine et inventaire. Nous l'avons retrouvé, un petit matin froid et brumeux de décembre, sur les bords d'un étang de la Brenne, en compagnie de Vanessa Lamorlette-Pingard, photographe au service inventaire et patrimoine. Ça, c'est des grues, ça. C'est des grues, ça. Grues. Là, regarde là, on voit les grues. Là, elles sont en train de voler là-bas. Ce jour-là avait lieu un événement incontournable du territoire brennoux, la pêche d'un étang. Chaque année, depuis des générations, les pisciculteurs récoltent en une matinée le poisson élevé ici pendant l'année. Et pour notre binôme chercheur-photographe de l'inventaire, c'était l'occasion d'étudier et de documenter le patrimoine culturel de l'étang. Saison 2, épisode 1, les étangs de la Grande Brenne. L'étang, c'est une structure, c'est un aménagement hydraulique intégralement construit par l'homme. Voilà, une partie bâtie, une partie aqueuse et on va dire une partie biologique. Il y a de l'inerte et du vivant. Renaud Bénarousse. La partie construite par l'homme, c'est ce qui va créer finalement la retenue d'eau, c'est-à-dire on endigue, on entrave l'écoulement de l'eau naturelle dans une portion d'un bassin versant, donc un bassin hydrographique. Ce qui fait qu'on va créer une nappe d'eau, plus ou moins profonde, au-dessus du niveau naturel des sols. Et cette nappe d'eau est retenue par le barrage, qu'on appelle la digue ou la chaussée. Et afin de pouvoir pratiquer la pisciculture par vidange, parce que ce que nous allons voir ce matin, c'est une pêche par vidange complète de l'eau de l'étang, il faut un système de vidange, c'est-à-dire c'est la vanne qui permet d'évacuer la totalité de l'eau de l'étang par la base de la chaussée. Voilà. Donc ici, c'est vraiment c'est des pratiques qui sont plutôt agricoles, c'est-à-dire que ça équivaut à une récolte. On a laissé pousser le poisson dans la nappe d'eau. On ne voit pas s'il y en a beaucoup. On ne sait pas si les prédateurs en ont pris une partie. On ne sait pas s'il est en bonne forme, s'il y a plus de carpes, s'il y a plus de gardons. Et c'est au moment où on va vraiment évacuer toute l'eau et tout le poisson va se réunir dans la pêcherie, ce que nous allons voir, que l'on pourra savoir finalement si la pêche est bonne ou pas. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que toute la nappe d'eau de l'étang a été évacuée, donc on a ouvert la bombe. Et il y a juste une partie qui est encore en eau, c'est ce qu'on appelle la pêcherie ou la poêle. C'est là où le poisson va être pêché. On est en train d'extraire du coup les carpes de l'étang, donc on commence avec des sujets qui font entre 1,5 et 3 kg
Et du coup, on les passe en caisse, on les passe à la bascule et après on les charge dans les camions à l'oxygène. Benoît Deloche, pisciculteur à Saint-Michel-en-Brenne, accompagné ce matin-là de son équipe et de bénévoles venus donner un coup de main. En tout, une dizaine de personnes, les pieds dans l'eau ou sur les berges, pour pêcher l'étang des Frères Tondus. Les plus gros poissons qu'on va avoir, c'est de la carpe de 4-5 kg. Après, c'est des individus qui avaient été mis entre 300 grammes et 1 kg il y a un an. Donc c'est des poissons qui ont pas mal profité. C'est tout un cycle qui commence au printemps. Donc au printemps, on met des alevins dans les étangs. Et après, pendant l'été, on nourrit ces poissons, on surveille par rapport aux oiseaux piscivores. Et enfin, au mois d'octobre, on vidange les étangs et on voit si Dame Nature a été généreuse ou pas. On en met une louche ? En fait, un étang, c'est une énigme. On a mis des poissons en espérant faire quelque chose. Et à un moment donné, le scénario qu'on s'était écrit ne se produit que très rarement. Il y a des espèces qui vont ressortir, qui vont marcher, d'autres qu'on pensait voir qui ne marcheront pas. Et le jour de la pêche, c'est le jour du résultat. Et on arrive à voir si on s'était trompé ou si on était dans le vrai. Pour moi, il faut être passionné obligatoirement pour faire ce métier. Ça reste des conditions assez dures, que ce soit physiquement ou rien que les conditions climatiques qui sont assez compliquées durant l'hiver. Ce matin, on n'a pas trop la chance, il fait gris, mais les matins d'hiver où il y a la petite gelée blanche, le ciel orangé qui se lève, tout ça, c'est super agréable comme condition de pêche et de travail, c'est génial. Ça, c'est top. Ici, nous sommes donc les étangs des Frères Tondus sur la commune de René. René fait partie du territoire identitaire du parc naturel régional de la Brenne, qui a été créé en 1989. Renaud Bénarousse. Et ce territoire s'appelle la Grande Brenne. Moi, j'ai travaillé sur ce territoire qui fait un peu plus de 50 000 hectares. Et j'ai travaillé sur à peu près 700 plans d'eau, donc étangs, viviers, qui existaient avant 1840. Voilà. Mais bon, pour la plupart, ont été créés au Moyen-Âge. Et c'était dans le souci de reconnaissance finalement de ces structures en tant que patrimoine culturel, parce que ce sont des constructions. Pour moi, le but, c'était vraiment de rendre visible un patrimoine qui était invisible. Donc pour la première fois, nous avons publié un livre qui permet de comprendre ce qu'est un étang, de voir les parties qui le composent et qui traite le sujet de l'étang qui n'avait jamais été abordé jusqu'à présent en France. Ah ouais. De toute façon, le gros entonnage de la pêche, il est là. Hein. À un moment donné, un petit rayon de lumière et il y a quelques reflets assez sympas. Vanessa Lamorlette-Pingard, photographe au service patrimoine et inventaire, associée à cette étude. Donc là, l'idée en fait pour le chercheur, ce qui lui manquait dans son iconographie, c'est le mouvement de ce premier coup de filet et puis également le visuel de cette première grosse carpe. C'est vrai que là, c'est une photographie qui change de ce qu'on fait habituellement. Alors là, j'ai l'appareil en bandoulière. Je travaille en vitesse assez rapide et j'ai monté un petit peu en ISO. J'ai pas le trépied. Ce qu'on voit pas, c'est que j'ai les pieds dans l'eau. Je regarde parce que je sais voir le point de vue s'approche de moi, donc Là c'est sympa, on voit tout, on voit le mouvement. Moi j'ai vécu les pieds dans l'eau. Mes enfants ont déjà vu des étangs, ont déjà vu des pêches, mais ils n'étaient pas les pieds dans l'eau. Mes petits-enfants, ils sont peut-être venus une fois. Et il y a ma fille qui m'a dit « Papa, il est hors de question qu'on vende les étangs. Ça fait partie de notre culture, c'est notre monde. » Alain de Tarade, propriétaire de l'étang des Frères Tondus, aux premières loges pour assister à la pêche. Et comme tous les ans, depuis l'enfance, en regardant l'étang, les souvenirs remontent. Mon grand-père est arrivé en Brenne par son mariage.
à la fin du 19e, et donc il a commencé à exploiter la propriété, entre autres les étangs qu'ils avaient. Et puis mon père, lui, s'est installé en 1932, jeune marié à Ronay, comme pisciculteur. Et il s'est arrêté, il avait 70 ans, quelque chose comme ça, dans les années 80. Et mon grand-père donc a été à la création du syndicat, et j'ai trouvé un document où il déposait en 1923 le statut des syndicats des pisciculteurs de Brennes. Mais moi je suis administrateur du syndicat et vice-président du syndicat, qui joue un rôle majeur pour préserver la pisciculture telle qu'on l'a toujours pratiquée. Et d'ailleurs c'est à partir du syndicat qu'a été déposé et obtenu le statut de patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était il y a 2 ans ou 3 ans. Et on tient beaucoup à maintenir cette pisciculture traditionnelle. Donc ce que vous voyez, moi je l'ai vu quand j'étais petit, c'était la même chose. Et puis j'ai un autre souvenir qui montre l'implantation de la pisciculture dans la région. Pour les pêches, mon père n'avait pas de personnel. Donc pour les pêches, on invitait les voisins. Il m'est arrivé donc de l'accompagner et d'arriver dans la ferme. Ah bonjour monsieur François, les enfants comment ça va? Les bêtes ça se porte bien, la culture ça a été bon, hein. Et puis on avait le droit à déguster le vin de l'année. Et à la fin mon père disait ah bah tiens on va pêcher les frères tondus ou le coudreau tel jour. Ah oui, vous pêchez tel jour? Ah bon on va se débrouiller, on va s'arranger. Depuis 3 générations il savait une demi-heure près le jour de la pêche. Et il savait que mon père allait passer. Et il y avait donc tout ce lien avec le voisinage, et on remerciait en donnant du poisson. Donc l'impact de la pisciculture sur la vie locale était extrêmement important. Et ça dure encore au Gabriot ou à la Gabrière par exemple. Il y a 110 hectares, il faut 25-30 personnes, il y a 3 tables de triage. Donc la région est façonnée, y compris humainement, par les étangs, par la pêche. Et puis alors grâce au PNR, maintenant on a énormément de touristes. Ce que je ne connaissais pas quand j'étais petit. Il n'y avait personne. En fait, donc, les étangs sont construits en Brenne à partir du 13-14e siècle. Renaud Benarous. Une sorte d'âge d'or de la pisciculture s'étend jusqu'au milieu du XVIe siècle. Alors on a créé des étangs dans une région infertile qui était auparavant probablement boisée, qu'on a probablement déboisé au cours du Moyen-Âge. Là, les propriétaires des lieux, les seigneurs, se sont dit ça va être difficile de faire de l'agriculture conventionnelle, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis est arrivé finalement donc une métamorphose dans les économies des campagnes, le développement des villes, l'arrivée de la carpe, et d'un seul coup ils se sont dit tiens, on va pouvoir mettre en valeur ce territoire dont le sous-sol est imperméable, donc en plus il tient l'eau pour créer des étangs. On va endiguer tout le réseau hydrographique, créer des étangs en grand nombre pour produire du poisson, tout particulièrement parce que c'était 90% de la carpe, pour que la carpe soit vendue donc aux populations des villages et surtout des villes. Par la suite, il y a un déclin de la pratique. On va trouver d'autres usages à l'étang qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire que l'étang en tant que réservoir d'énergie, ça retient l'eau pour faire tourner la roue d'un moulin ou d'une forge. Et en parallèle de son exploitation piscicole, c'est un étang qui sert à l'abreuvement du bétail, c'est surtout très important dans un endroit où il y a très peu de sources. Et puis ces étangs vont connaître une période d'éclipse à partir de la Révolution française, du moins les étangs de pisciculture. Une économie piscicole moribonde au cours du XIXe siècle. C'est une période où on reconnaît, dans un esprit hygiéniste, une mauvaise influence en termes de santé publique des régions d'étangs et des zones humides en général. Et puis, il y a eu le renouveau de la pisciculture seulement au début du XXe siècle. Une nouvelle ère pour la pisciculture qui s'appuie donc sur un élevage beaucoup plus perfectionné. Et puis l'introduction de variétés de carpe qu'on appelait à croissance rapide. Et même si elle connaît des évolutions au cours du XXe siècle, la pisciculture brennouse, qui est ancestrale, qui remonte au Moyen-Âge, elle a très très peu évolué. Et aujourd'hui, toute cette histoire, les exploitants d'étangs, les pisciculteurs, propriétaires, la perpétuent et entretiennent, valorisent ce patrimoine qui donne tout son cachet
toute sa singularité au paysage, au territoire du parc naturel régional de la Brenne. Donc là, on arrive en queue d'étang. Donc on voit des joncs là qui sont dans l'eau, qui font des touffes avec des carex, et puis des saules qui sont dans la partie arrière de l'étang, dans la partie la moins profonde. François Pinet, chargé de mission en écologie au parc naturel régional de la Brenne. Chaque jour, il travaille à la préservation de la biodiversité de cette région. Avec lui, nous nous éloignons quelques instants de la pêche et de la digue pour aller là où l'étang se termine, là où il rencontre la prairie. Une zone frontière que l'on appelle la Roselière et qui abrite une partie du patrimoine naturel de la Brenne. Donc c'est un écosystème qui est valorisé, mis en valeur, oui, par l'homme, que ce soit les prairies sur lesquelles on débouche là, ou l'étang. Tous les étangs sont artificiels, faits et amplifiés pour développer la pisciculture, donc une culture du poisson, un élevage du poisson. Voilà, donc c'est un agrosystème. Alors, ce qui est intéressant dans une grande aigrette qui s'en va, dans cet écosystème et dans tous ces étangs qui sont artificiels en fait, on est en Brenne et donc les étangs de pisciculture finalement vont ressembler dans leur fonctionnement à ce qu'on appelle les bras morts en bordure de grands fleuves ou de rivières qui fonctionnent toujours. Donc on va avoir aussi des végétations remarquables, des végétations entre guillemets naturelles, avec bien sûr toutes les différences de morphologie. Donc là, on a du jonc acutiflore qui est devant là, qui descend des prairies et qui arrive en bordure d'étang. Puis après on a les joncs en touffe, qui sont des signes de présence du bétail, de piétinement, ainsi que les touffes de carex là qu'on voit. Ce ne sont pas des graminées, ce sont des tiges triangulaires, c'est elles on appelle ça des mottes localement. Et elles sont adaptées à avoir les pieds dans l'eau. Puis après on finit avec les roseaux communs qui sont devant nous. En fait, ce qui est finalement intéressant d'un point de vue global, on parle beaucoup de trame bleue, de trame verte, et les étangs, en fait, sont la trame bleue, les prairies qu'on a autour de nous sont la trame verte, et ce qui est remarquable pour la Brenne, c'est la mosaïque des deux, c'est-à-dire que c'est la trame verte des prairies qui entoure la trame bleue des étangs, et qui fait que c'est un milieu tout à fait étonnant et riche et remarquable, parce que ce sont des milieux qui sont là depuis quand même assez longtemps, donc quelque part un peu une cicatrisation qui s'est faite et qui fait ressortir cette mosaïque de milieux. Donc c'est ça qui est quand même très motivant, très intéressant quand on a la chance de travailler dans le domaine des sciences naturelles. La matinée touchait à sa fin. La pêche aussi. Elle fut bonne selon les pisciculteurs et riche d'informations pour Vanessa Lamorlette-Pingard et Renaud Benarous. C'est vrai que quand on parle photographie des étangs, à chaque fois les personnes imaginent qu'on part photographier des paysages, ou photographier les oiseaux de la Brenne, et ont du mal à comprendre que finalement les étangs c'est aussi toutes ces constructions, le bâtard d'eau, la digue, les bondes, des éléments de détail. Et c'est passionnant de pouvoir les montrer parce qu'on ne les voit pas. D'où l'intérêt également pour l'inventaire de photographier tous ces édifices, ces constructions à hauteur d'homme, à vue d'homme. Ça permet aussi de garder en mémoire et de partager tout ce patrimoine vernaculaire qui est extrêmement discret. Il me vient une anecdote qui est assez révélatrice de l'idée qu'on peut se faire d'un étang, son caractère particulièrement discret, voire son invisibilité, et puis sur le regard qui est porté sur l'étang. On menait notre campagne photo avec l'autre photographe du service, donc nous étions avec un propriétaire. Je m'en souviens très bien de cette anecdote parce que le photographe était en train de s'installer pour prendre en photo, donc tourner vers la digue de l'étang et la bombe, et le propriétaire me regarde et me dit « mais attendez, là, vous regardez du mauvais côté de l'étang », en désignant la queue de l'étang avec sa roselière et tous les oiseaux qui s'y trouvaient. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de cette publication, de cette étude, c'est
essayer de changer le regard sur l'étang et de le photographier différemment. Voilà. Je pense qu'on n'avait jamais photographié, mes collègues n'avaient jamais photographié l'étang de cette façon. C'était, pour vous, le 8e épisode de Terre-Histoire, consacré aux étangs de la Grande Brenne. Avec par ordre d'apparition, au micro, Renaud Benarous, Vanessa Lamorlette-Pingard, Benoît Deloche, Alain de Tarade et François Pinet. Pour retrouver la présentation de cette étude sur le site internet de l'Inventaire, cliquez sur l'onglet Étudier et dans les études thématiques, choisissez les étangs de la Grande Brenne. Et puis, vous verrez, le site internet de l'Inventaire, c'est aussi une source inépuisable d'infos, de photos et de ressources sur le patrimoine de la région Centre-Val de Loire. Vous avez tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Et pour être informé de la sortie du prochain, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Et suivez aussi les réseaux sociaux de la région Centre-Val de Loire. À très vite dans Terre-Histoire.